Je suis le lieutenant-colonel Pierre de la Barrère, le conservateur du musée des Blindés et du musée de la Cavalerie. Au nom du général de Barmont, commandant les écoles militaires de Saumur, du général Dandoc, commandant l'école de cavalerie, et du général Postec, président de l'association des amis du musée des Blindés, je vous souhaite la bienvenue pour notre concours international des maquettes, et plus particulièrement pour notre démonstration de véhicules de collection. Nous allons vous présenter 7 véhicules aujourd'hui, et au fur et à mesure, je vous donnerai quelques explications sur ces véhicules. Avant toute chose, je vous demanderai de faire très attention pour des questions de sécurité. Les barrières sont là pour vous empêcher de basculer, et surtout faites attention à ceux qui auraient des velléités pour courir au milieu. Il faut bien s'apercevoir que ce véhicule et les pilotes ont une très faible visibilité, et donc si quelqu'un court en plein milieu, c'est pas sûr que l'on puisse l'apercevoir, malgré toutes les sécurités que nous avons et le personnel qui a été mis en place pour cela. Donc merci à tous de faire très attention. N'oubliez pas que ces véhicules, le plus lourd d'entre eux pèse un peu plus de 50 tonnes. Monsieur, attention. Donc tous les véhicules que nous allons vous présenter ont été restaurés au sein de l'atelier du musée des Blindés grâce aux bénévoles de l'association, grâce à des sous-officiers de l'école de cavalerie, et voire même des passionnés qui sont sous les drapeaux, si l'on peut dire, et qui prennent sur leur temps, notamment le vendredi après-midi et le samedi matin, pour restaurer ces véhicules. Et enfin, tout cela ne serait pas possible sans l'aide financière de l'association de soutien et de gestion du musée, qui nous permet d'acheter les pièces détachées, les peintures et la réfection d'un certain nombre de pièces pour pouvoir faire rouler ces véhicules. Le musée des Blindés est sans conteste le musée qui possède au monde le plus de véhicules en état de rouler. Et c'est grâce à tous ces bénévoles, c'est grâce à l'équipe de l'atelier de restauration qui est dirigée par M. Chenot, notre mécanicien en chef, et grâce à l'association, grâce à l'action de l'association, que nous pouvons vous présenter aujourd'hui ces véhicules en train de rouler, et que certains pourront prolonger si jamais ils assistent au carrousel de Saumur qui aura lieu le 19, 20 et 21 juillet 2017. Alors le premier véhicule que nous allons voir est un véhicule allemand, c'est quasiment le seigneur des chars parmi la Seconde Guerre mondiale. C'est un char Panther allemand, un char A, c'est-à-dire la deuxième version qui a été mise en place donc fin des années 43. Alors ce char est armé d'un canon de 75 mm et de mitrailleuses de MG34 de 7,92. Il a un équipage de 5 personnes, ce qui est la moyenne, c'est-à-dire la norme dans les véhicules allemands de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'à partir du Panzer III, le nombre de personnel dans l'équipage est de 5 personnes. Il est apparu sur le champ de bataille à partir de juillet 1943, lors de la bataille de Kux. Il est très certainement le meilleur char allemand de la Seconde Guerre mondiale, et il a été construit à près de 6000 exemplaires, toutes versions confondues.
Le Panther est la réponse directe au T-34 soviétique qui a été découvert par les Allemands en juin 1941 et qui est sans aucun doute, avec le Panther, un des meilleurs chars de la Seconde Guerre mondiale. Ce Panther est souvent considéré comme l'archétype de tous les chars modernes, le premier main battle tank de l'histoire, parce que c'est le premier char à combiner les trois composantes fondamentales qui caractérisent le char d'assaut: la mobilité, la puissance de feu, la protection. On peut être un petit peu plus équivoque sur la mobilité, mais il n'empêche que ces trois composantes le rapport de ces trois composantes font de ce char véritablement un des meilleurs chars de la Seconde Guerre mondiale, avec le T-34. L'histoire de ce char ne s'arrête absolument pas en 1945. L'armée française va en incorporer dans ses unités. Il va y avoir plusieurs unités, plusieurs régiments équipés de ce type de véhicule. Et il sera aussi utilisé dans les conflits du Moyen-Orient. Alors maintenant, nous allons voir un char américain qui est celui qui va être opposé au char Panther. Il s'agit du M4 Sherman, qui est le char américain le plus produit pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un des deux chars les plus produits pendant la Seconde Guerre mondiale, avec le T-34 soviétique. En effet, près de 50 000 exemplaires vont être produits, toutes versions confondues, dans les usines outre-Atlantiques. Comme vous pouvez l'entendre, il fait beaucoup de bruit grâce à son moteur à cylindre neuf. Il s'agit de la première version du Ce char va être produit pendant toute la guerre. Il va avoir un certain nombre d'améliorations qui vont être introduites au fur et à mesure de son utilisation, particulièrement à partir de la bataille de Normandie, puisqu'il va être valorisé. On va mettre un canon 76, différentes versions de caisses vont être employées, et la grande capacité de ce char, c'est un char moyen plutôt dans tous les domaines, tant pour son poids, environ un peu plus de 30 tonnes, que par le nombre d'équipage, 5 personnes. C'est un char qui est pour les Américains un véritable atout, parce que s'il n'est pas les plus performants vis-à-vis du combat
char contre char vis-à-vis des Allemands, notamment dans les premiers mois de la bataille de Normandie. Il est un atout considérable parce que sa conception a été faite pour être fabriquée en série et avec une rationalisation de la construction et du nombre de pièces qui le composent, et qui fait que la logistique de ce char est assez simple, entre guillemets. Donc, ce qui permet aux Américains de pouvoir très facilement les remettre en état. Le fait que les Américains ont compensé la faiblesse technique, on peut dire, de ces chars par cet atout logistique face aux Allemands. Alors maintenant, on va passer à un gabarit complètement différent et on va faire un bond de quelques années dans le temps en vous présentant un véhicule français, l'engin d'année de reconnaissance, le plan A dit EBR. De 4 personnes, un tube de 75 mm, avec le temps il va être valorisé avec un tube de 90 mm, et il est parlé aussi de 4 mm. Pas la direction, je sais. 65. Il a un moteur à 12 cylindres à plat plat, avec exactement au milieu et sous la tourelle, ce qui fait sa spécificité et son originalité. Il a été produit à environ 1200 exemplaires. Et il est rentré en service dans l'armée française au tout début des années 50. La conception de ce véhicule remonte à juste avant la Première Guerre mondiale, avec le Cohard 201 à 8 roues, qui répond au programme d'automitrailleuse établi par l'armée française juste avant la Seconde Guerre mondiale. Pardon. Ce char, donc arrivé en service au début des années 1950, va être employé particulièrement pendant la guerre d'Algérie pour surveiller les îles Maurice et les Tchad. Il sera utilisé dans la crise de l'Isère, la guerre d'indépendance d'Angola, la guerre du Sahara occidental, et particularité, c'est ce type de véhicule détourné qui va transporter le cercueil du général de Gaulle à Théodore de l'église en novembre 1970. Et ce véhicule est visible à l'intérieur du musée des Blindés, où il est remis dans sa configuration de transport du cercueil. Et nous espérons bientôt le classer monument historique. Alors maintenant, nous allons quitter le domaine des chars pour passer à des véhicules blindés, transport de troupes, et un véhicule d'origine américaine, le M113. Donc nous attendons le M113, voilà il arrive. Alors il est d'un poids de 14 tonnes, il a 2 hommes d'équipage, et il peut transporter 11 passagers. Il est en service dans l'armée américaine à partir des années 1960.
construit à plus de 100 000 exemplaires. Il a servi dans environ 50 pays. Et il a été construit d'ailleurs par 3 pays européens, dont l'Allemagne de l'Ouest et l'Italie. Ce véhicule est toujours en service dans quelques pays sud-africains et ça a été véritablement le véhicule de transport de troupes de l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. Nous passons encore plus en dessous, qui est une Jeep, une L151. C'est un véhicule qui pèse un peu plus d'une tonne 100 exactement. Elle a été produite elle aussi à plus de 100 000 unités entre 1959 et 1982 par différentes entreprises, firmes américaines, dont Ford, Kaiser Jeep et AM General. C'est ceux qui étaient garés dans l'atelier. Oui. Cette Jeep est véritablement la Jeep de la guerre du Vietnam. Elle offre 4 places, y compris le conducteur, et une autonomie d'environ 480 km. Et ce véhicule a été acheté par de très nombreuses armées des États-Unis, et particulièrement le Canada, le Danemark, le Portugal, Israël, le Royaume-Uni et le Liban. La voiture que vous voyez, cette Jeep, a été restaurée pour participer au rallye des cimes qui a lieu chaque année dans le Pays Basque au mois de juin. Et donc cette Jeep a participé l'année dernière à ce rallye des cimes et va encore cette année participer pour ce rallye qui est assez dur hein, puisqu'il se fait à plus de environ 1000 mètres d'altitude dans des conditions difficiles. Et chaque fois, depuis plusieurs années, le musée des Blindés met un de ces véhicules à disposition et il y a toujours un de ces véhicules qui arrive à la fin de ce rallye, alors que la majorité des voitures engagées ne terminent pas. Voilà. Je dois avoir ça quand c'est plus grand, c'est ça vite. Et dans l'autonomie. Alors maintenant, on va revenir à quelque chose d'un tout petit peu plus lourd. Et nous allons vous présenter un engin d'origine soviétique qui est un automoteur d'artillerie de 122 mm qui est le 2S1. Alors c'est un véhicule amphibie, il peut également opérer par tempête de neige et dans des terrains marécageux. Il est protégé contre les effets agressifs, donc nucléaires, bactériologiques et chimiques, et dispose d'une vision optique infrarouge. Ce véhicule donc est arrivé à peu près en service depuis le début des années 70. En Union soviétique au début des années 70 en service, il va être utilisé dans environ 35 pays. Et bien sûr,
été dans la mouvance de l'Union soviétique. Ce véhicule d'artillerie a une très grande fiabilité. Il a un blindage de 20 mm, un moteur de 300 chevaux et une vitesse sur route maximale de 60 km/h. Comme vous l'avez entendu, eh bien, il fait partie de ces véhicules soviétiques avec une autorisation particulièrement brillante, malgré une création un petit peu tardive, mais qui est la spécificité des véhicules soviétiques de ces années-là. Alors maintenant, nous allons revenir vers les chars avec un char anglais, le Centurion. C'est le premier char de bataille britannique de l'après-guerre. Il est quelquefois considéré par certains experts comme le meilleur char d'assaut britannique qui a été conçu dans ces 80 dernières années. Celui-ci est une conception de la Seconde Guerre mondiale. Il a été déployé en Europe à partir de fin avril début mai, donc il n'a jamais été employé dans les conditions opérationnelles. Et c'est le char de combat qui a été utilisé pour la première fois en guerre de Corée.
qui ont été tous restaurés au sein de l'atelier du musée. Vous avez pu voir aussi certains véhicules, dont notamment le Panther, qui a été restauré déjà il y a plusieurs années, mais dont un deuxième exemplaire a fini d'être restauré l'année dernière et qui a été rentré dans le musée cette année et qui est une prise de guerre faite par la deuxième DB en fin septembre 1944 à l'issue de la bataille de Dompierre. Et un de nos bénévoles, M. Dupen, a écrit un livre sur l'histoire de ce char et de sa rénovation complète au sein de l'atelier du musée. Et celui-ci dédicace son livre devant le char dans la salle allemande du musée des Blindés. Donc comme je vous l'ai dit au départ, ces chars que vous voyez, ces véhicules que vous voyez rouler, n'auraient pas pu l'être sans l'action déterminante de l'atelier du musée, des bénévoles de l'association, des bénévoles en tout genre, de l'action financière de l'association. Et ceux qui ont conduit, qui ont dirigé ces chars font tous partie des bénévoles. Ils arrivent, ils se présentent à vous et je vous demande de les applaudir parce que sans eux, vous n'aurez jamais eu ce spectacle que vous venez de voir. Merci beaucoup, merci à eux pour ce qu'ils nous ont fait. Ils prennent sur leur famille, sur leur week-end, pour pouvoir vous présenter cette succession d'habitudes que vous venez de voir. Voilà. Donc merci de votre participation. N'oubliez pas que le musée ne vit que grâce à vous. N'hésitez pas non seulement à le recommander autour de vous, mais à vous investir dans la vie du musée et à nous aider à continuer à faire vivre, mais surtout à faire développer ce musée qui, depuis 4 ans, est passé de 42 000 visiteurs à 62 000 grâce à vous. Merci beaucoup, bonne fin de journée et bonne fin de visite.